Hollywood, l'usine du divertissement, capitale du rêve américain. Ce lieu plein de charme, de soleil, de paparazzi, d'acteurs, place centrale du cinéma mondial, est un lieu où tout semble aller pour le mieux, depuis toujours. Mais saviez-vous que pendant les années 80-90, ce bastion mondial du divertissement était en pleine mutation? Un acteur inattendu a fait son entrée, avec une ambition démesurée. Je vous parle bien entendu du Japon, avec des compagnies comme Sony, Nintendo et bien d'autres entreprises japonaises immenses qui ont tenté de conquérir Hollywood, avec pour ambition grandiose de dominer l'industrie du cinéma et du divertissement mondial. Aujourd'hui, on va ensemble plonger dans cette histoire fascinante de comment le Japon a failli redessiner les règles du jeu, et surtout, pourquoi ce rêve n'a pas fini par aboutir. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Le contexte des années 80-90. Pour comprendre cette histoire et pour remettre les choses dans le contexte des années 80, le Japon est en pleine ascension économique, avec des entreprises grandissantes et des innovations dans le monde de la technologie, de l'électronique ou de l'automobile. Des entreprises comme Sony, Panasonic ou Nintendo sont vraiment devenues des géants mondiaux. À un point tel que Tokyo était vu comme la capitale futuriste, là où les États-Unis et plus particulièrement Hollywood traversaient une crise. Parce que oui, Hollywood était en recherche constante de nouvelles opportunités de financement ou d'extension, parce que des majors de la production, comme par exemple Columbia Pictures, peinaient à suivre le rythme de la concurrence innovante qui arrivait. Et le terrain était donc parfait pour une arrivée du Japon. Chapitre 2. L'achat de Columbia Pictures par Sony. En 1989, Sony fait un coup d'éclat dans le monde du cinéma en rachetant Columbia Pictures pour pas moins de 3,4 milliards de dollars. À titre informatif, avec le taux de change de l'époque, ça correspond à 512,6 milliards de yens. Rien que ça. L'idée de Sony est très simple à comprendre. Ils vont à la fois contrôler la technologie sur laquelle le programme sera diffusé, les télévisions, les magnétoscopes, que le programme en lui-même. Et grâce à ça, les trois phases importantes, la production, la création et la diffusion, sont contrôlées par une seule et même personne, au creux de sa main. Dites-vous que ce rachat a été tellement surprenant et a tellement fait l'effet d'une bombe dans le milieu du cinéma américain que certains l'ont surnommé le Pearl Harbor économique. Mais malheureusement, très vite les choses se sont compliquées. Sony a injecté des milliards dans Columbia, mais le problème, c'est que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes. Des flops colossaux comme Last Action Hero ont prouvé que la gestion de Columbia par Sony manquait d'une patte créative. Mais ça peut se comprendre. Il y avait quand même une sacrée différence de culture. On parle du Japon, un pays basé sur la rigueur, la vision à long terme, qui s'est confronté à Hollywood, basé sur les décisions instinctives et rapides, et surtout la vision à très court terme de façon à créer du divertissement instantané. Le mélange des deux, généralement, c'est pas très bon. Chapitre 3. Nintendo et Hollywood. Partenariat manqué. Pendant tout ce qu'on a vu se dérouler, en coulisses, Nintendo, eux, dominait le monde du jeu vidéo. Mais l'entreprise ne voulait pas se limiter à ça, ils voulaient aussi leur part du gâteau et arriver sur la scène hollywoodienne. C'est la raison pour laquelle dans les années 90, ils ont essayé de transformer leur plus grosse franchise en blockbuster cinématographique. Et les premiers essais furent désastreux. En 1993, le film Super Mario Bros sort dans les salles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'était pas du tout ce qui était espéré. Ça devait être le début de l'univers cinématographique Nintendo, avec l'entrée progressive de toutes leurs franchises, mais le film qui mélangeait des éléments dystopiques a absolument pas plu à la critique, ou bien au grand public. Un des plus gros problèmes était le contrôle créatif, parce que oui, Nintendo a l'habitude de gérer l'entièreté de son personnage, et de l'histoire qu'ils vont proposer avec. Et là, ils se sont retrouvés dans une industrie où les réalisateurs et les producteurs avaient leur propre vision des choses. Résultat, le film ne ressemblait ni à Mario, ni à tout ce que le public pouvait attendre. Ce qui a fait que Nintendo s'est reculé de la scène hollywoodienne pendant près de 2 décennies avant de revenir en 2023 avec la sortie du film Super Mario Bros, qui cette fois correspondait beaucoup plus à la vision que Nintendo avait, et donc qui a beaucoup plus plu aux fans, qui a fait que le film a beaucoup plus marché que celui de 1993. Chapitre 4. Pourquoi ces tentatives ont échoué? Alors, pourquoi ces projets n'ont-ils pas abouti comme prévu? Il y a plusieurs raisons. La première, on en a déjà parlé, c'est la différence culturelle. Le Japon, très structuré, organisé, qui s'est heurté à l'imprévisibilité d'Hollywood. Ensuite, on a le manque de compréhension des industries. Les entreprises japonaises, bien qu'expertes en technologie, ont vraiment sous-estimé les nécessités
du cinéma. Mais la raison la plus marquante, c'est surtout le nombre de flops extrêmement coûteux que le Japon a subi. Les films comme Last Action Hero ou Super Mario Bros, dont on a déjà parlé, ont vraiment décrédibilisé complètement le Japon dans le monde hollywoodien. Mais bien sûr, il n'y a pas eu que des ratés, ce serait injuste de dire qu'il n'y a eu que des fiascos, donc on va essayer de voir les quelques films japonais créés à Hollywood qui ont pu marcher. Chapitre 5. Les succès partiels et l'héritage de ces tentatives. Malgré les obstacles, ces initiatives ont laissé un héritage durable. Parce que maintenant, Sony fait partie du décor hollywoodien. C'est un des plus gros studios de production qu'il puisse y avoir là-bas. Avec des blockbusters comme Jumanji ou bien Spider-Man, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture hollywoodienne et un studio à part entière du milieu. Quant à Nintendo, on l'a vu, ils sont revenus en force avec le film de 2023, Super Mario Bros, qui a fait un succès fou. Et on peut leur dire merci parce que ces tentatives ratées ont en fait juste pavé la route à un meilleur partenariat futur. On a eu le droit à Détective Pikachu qui a été un bon succès et on a aussi le droit bientôt normalement à Ghost of Tsushima qui devrait pas tarder à arriver en salle. Conclusion. Un rêve inachevé. Alors, que retenir de cette période où le Japon a failli conquérir Hollywood? Les entreprises ont dû apprendre à la dure que la domination technologique ne veut pas forcément dire la domination créative. Mais leurs échecs ont aussi été des leçons qui ont permis à ces entreprises de perdurer dans le temps aujourd'hui en s'adaptant un peu mieux et en réfléchissant différemment, surtout pour les projets internationaux. Et toi, dis-moi, t'aurais aimé que Sony ou Nintendo dominent Hollywood? On ait bien plus tôt que maintenant des films sur Mario, sur Donkey Kong, qui auraient fonctionné? Est-ce que ça aurait été quelque chose d'intéressant? Je sais pas. À toi de me le dire dans les commentaires, je te laisse lâcher un like, follow, activer la cloche, et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.